Dimanche 29 août 2021, face à l'actu, vous le savez, c'est la rétrospective commentée et analysée des faits tels que traités par la rédaction de STV. Ce dimanche encore, avec l'invité qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, on va évidemment évoquer quelques-uns. Mais nous parlerons davantage, l'occasion faisant le larron, de la Coupe d'Afrique des Nations. Non pas celle à venir en 2022, mais celle de 1972, la 8e édition du genre. Cette Coupe d'Afrique qui s'est déroulée à Douala et Yaoundé, vous le savez, n'a pas eu un résultat heureux, le Cameroun ayant été perdant ou du moins éliminé à partir des demi-finales. Avec Eno Meyemessé, romancier, poète, essayiste, bref, un écrivain, non moins homme politique. Nous allons donc revivre ces événements, peut-être un peu d'émotion, rappeler le contexte. Et vous le savez, c'est un rendez-vous qui a connu des scandales. Eno Meyemessé, je l'ai dit, est un peu un homme politique. On le sait, il y a quelques années, vers 2010-2011, il a connu des démêlés avec la justice et la police camerounaise. C'est peut-être l'occasion de faire des éclairages là-dessus. Il est au Cameroun aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Bonsoir, cher invité. Bonsoir, enchanté d'être reçu par vous. Je suis honoré également. Je rappelle que vous vivez en Allemagne. Oui. Fatalement, dimanche dernier, on avait ce rendez-vous. Votre vol a connu des déboires. On a eu un grand retard au départ de Bruxelles. En conséquence, on est arrivé ici presque à 20 h. Okay. Et le temps de passer les contrôles Covid, il était déjà plus de 20 h. Donc, l'émission était supposée être achevée. Tout est bien qui finit bien. L'essentiel, c'est que vous soyez là pour le plaisir de nos téléspectateurs. Oui. Cela, c'est un peu une surprise. Hein. Vous êtes au Cameroun. Vous n'êtes pas inquiété. Rien du tout. Non, pourquoi? On sait qu'il y a quelques années, vous avez eu des démêlés avec la justice. Tout est réglé? Oui, c'est fini. C'était on va dire, des petits moments difficiles. D'accord. Et j'ai été condamné à 7 ans. En appel, ça a été réduit. J'ai été également condamné en appel, mais à 3 ans, enfin, temps mis, donc 40 mois, et puis je suis sorti. Et puis voilà, quoi. J'ai purgé ma peine, donc en principe, je n'ai plus de problème particulier avec la justice. Vous vaquez normalement à vos occupations. Oui. Moi, comme je me suis retrouvé un peu sans le vouloir en exil, la proposition m'a été faite par les écrivains allemands si je pouvais venir là-bas. Bon, je l'ai accepté. Et puis finalement, pour le moment, je crois que je suis plus utile au Cameroun en étant là-bas qu'en vivant au Cameroun. Parce que là-bas, je travaille plus sur le plan intellectuel par rapport à ce que je pouvais faire ici. Et puis, il y a beaucoup plus de possibilités de documentation qu'ici. Je peux visiter des librairies, des bibliothèques, des centres de documentation, des archives qui n'existent pas ici. Notamment, par exemple, les archives du Cameroun. Vous savez que nous avons été un territoire français, dont nous étions des Français. Tout ce qui est en mauvais état à Yaoundé, des journaux abîmés, rongés par la moisissure et autres, ils sont encore en excellente conservation dans les archives de la France d'outre-mer. Donc, j'y passe beaucoup de temps quand je peux, surtout avant la pandémie. Ce sont des choses que j'exploite et pour lesquelles je pense qu'il faut que je demeure encore quelques temps là-bas avant de revenir définitivement ici. Un mot pour définitivement fermer cette page-là. Vous retrouvez le Cameroun aujourd'hui. Oui. Comment vous l'appréciez? Je veux dire que ce soit sur le plan politique, avec le débat en cours, au lendemain d'une présidentielle qui ne finit pas de s'enchever, qui ne finit pas de faire des commentaires, ces questions autour de la tribalité qui minent le discours public officiel, la violence que l'on observe sur les réseaux sociaux. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur cette société? Et oui, je peux dire qu'il faut comprendre que bâtir une démocratie prend du temps, prend toujours du temps. De même que bâtir une nation prend du temps. Si comparaison était raison, il faut comprendre que l'Europe, on va prendre la France, que les Camerounais connaissent assez bien. La Révolution française s'est produite en 1789, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'en 1901 que la France a adopté la loi
sur les associations, les réunions. C'est-à-dire que donc la liberté de réunion, la liberté d'association, ça veut donc dire qu'il y a eu un combat de 111 ans pour avoir cela. Et c'est après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, que les femmes ont obtenu le droit de vote en France. Vous voyez, ça c'est le parcours de la France. Entre-temps, il y a eu des avancées démocratiques, il y a eu des coups d'État, Napoléon est arrivé, Premier Empire, tout ça, la République, la royauté, ça a été une bonne longue bataille. Même chose pour l'Allemagne. L'Allemagne, entre les deux guerres, il y a eu la République de Weimar. Et puis, bon, elle s'est écroulée parce que les gens n'étaient pas encore mentalement acquis à la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les institutions, la démocratie, c'est un état mental. Et ça prend du temps pour que les nouvelles générations acquièrent cela. Et c'est un peu ce que nous vivons aussi au Cameroun. La population n'est pas encore... un nouveau logiciel. Oui, la population n'est pas encore, on va parler en un terme informatique comme vous, le mental des Camerounais n'est pas encore formaté pour la démocratie. Oui, c'est-à-dire que les Camerounais, ils crient à la dictature quand c'est les autres qui agissent. Ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont là-dedans. Donc, ça va prendre du temps. Bâtir la démocratie prend du temps. Ça, c'est la démocratie. La nation, bâtir une nation également, ça prend énormément de temps. Voyez-vous, par exemple, les États-Unis ont connu une guerre de sécession. Oui, ça c'est connu. Vous avez eu des guerres civiles en Espagne. Vous avez eu, avec Franco, vous avez eu des régimes durs comme ceux de Mussolini et autres. Bâtir une nation, ça prend du temps. Donc la guerre de sécession qui se mène au Cameroun et qui est déjà perdue, parce qu'elle n'a pas gagné, ils n'ont pas obtenu la sécession, ça fait partie de la construction d'une nation. D'accord. Ça va peut-être encore durer un certain temps et puis ça va s'installer. On aura le temps de s'y mettre. Oui, et puis c'est ça, c'est comme ça qu'on construit les nations. Ce n'est pas parce qu'il y a une guerre de sécession que la nation va voler en éclats, c'est faux. Je veux que j'ai compris dans le premier reportage et puis derrière on viendra parler de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 8e. Sans club depuis le 30 juin dernier, le champion d'Afrique de 2017 n'est pas convoqué pour les matchs contre le Malawi et la Côte d'Ivoire. Les performances de Fabrice Ondoa ne rassurent pas le sélectionneur camerounais. Par rapport à la situation de Fabrice Ondoa, nous et moi en tant que sélectionneur, je sais que c'est un très bon gardien qui a apporté beaucoup au pays et qui a de grosses qualités. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit être objectif. Fabrice Ondoa, ça fait presque 2 ans. En 2 ans, il a très peu de matchs compétitifs. Et au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de club. On ne peut pas se permettre, nous, en tant qu'équipe nationale, d'appeler un joueur qui n'a pas de club. Et il ne s'entraîne pas avec un groupe de travail. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit objectif et il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes par rapport à ça. Toujours suspendu d'1 an par l'UEFA pour infraction aux règles antidopage, André Onana pourra rejoindre la tanière d'ici la fin d'année selon Tony Conceição. Le cas André Onana, comme vous le savez tous, il a eu un problème, une suspension qui est en train de toucher à sa fin. Il va pouvoir reprendre les entraînements collectifs avec son club dans les prochains jours et pouvoir être apte à faire la compétition fin octobre, début novembre. Donc on analyse. Pour le moment, on va se focaliser sur les joueurs qu'on a, c'est le plus important. Il n'est pas revenu en sélection nationale depuis la débarque des Lions à la Coupe du Monde Brésil 2014. Joël Matip est en effet resté campé sur sa position malgré les négociations du staff technique. Matip is a great player. They play in a good team, very good team. But for us, unfortunately, he don't want to come to national team. This is the situation of Matip. Dans la liste du technicien portugais, d'autres visages à l'instar de Clinton D, Nicolas Nkoulou ou Georges Constant Mandjik manquent à l'appel. C'est que moi, lorsque je fais mes choix en tant que sélectionneur, je fais mes choix par rapport à la méritocratie et ce que moi je recherche pour l'équipe. Je ne fais aucun choix par rapport pour voir si un joueur il est beau ou pas beau, s'il est gentil ou pas gentil. Moi, je ne fais pas mes choix comme ça. Je fais mes choix, tout simplement, par la méritocratie. Cependant, les portes de l'équipe nationale restent ouvertes, dit-il, à condition d'afficher une excellente performance, peu importe l'âge du joueur. Retour sur le plateau, venons-en à la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, telle que vécue sous le prisme de l'invité, Eno Messé. Alors dites-nous, en cette année,
72. Où êtes-vous? D'où regardez-vous cette compétition-là? À la limite même, si ce n'est pas mal poli, j'espère que non. Quel âge aviez-vous? J'avais 18 ans. D'accord. 72, oui, j'avais 18. J'étais au lycée à Yaoundé, au lycée Leclerc. J'étais en classe de seconde. Et j'étais doublement intéressé, d'abord comme tout Camerounais, mais ensuite parce que mon père était de la jeunesse et sport. D'accord. Donc j'ai tout suivi, de la préparation jusqu'à la défaite, jusqu'à l'après-défaite, tout ce qui s'en est suivi, les arrestations, les procès, les faux billets, j'ai tout suivi à partir de la jeunesse et sport. Et en même temps, le directeur de la PJ à l'époque était mon oncle, au corps petit. Et c'est donc lui qui a mené l'enquête de la 8e coupe. Donc je connais la 8e coupe, de la préparation Venons-en, commençons non par la préparation. Par la préparation. On va essayer d'aller chronologiquement. Oui, bon, par la préparation, on va dire 7e coupe. 7e Coupe des Nations, elle a lieu à Khartoum, au Caire. D'accord. Dont la délégation camerounaise est accompagnée, est conduite par le ministre, je crois, le vice-ministre de la Jeunesse et des Sports, parce que les ministères ont grandi. Hein. Au fur et à mesure que l'État avance. Les services sont devenus des ministères. Okay. Par exemple, il y avait le service du logement, c'est devenu le ministère de l'Urbanisme. Donc, bref, la Jeunesse et des Sports était encore vice-ministre et un vice-ministère lié à l'enseignement, à l'éducation nationale. D'accord. Je crois que M. Eteki venait d'être remplacé, peu importe. Mais la délégation est partie avec Bomo Djoa. Et il y avait comme directeur des sports M. Solo Lucien. D'accord. Le père papa de l'autre, de William. Oui, le père de Jean-William. Qui était à Kamwata et qui en ce moment c'était son père. Démêlé avec la justice. C'était un collègue de mon père. D'accord. Donc, et le président de la FECA Foot était le professeur Essomba. Okay. Le professeur Essomba, qui est mort là. Ils sont arrivés à Khartoum à la 7e coupe. Et revenons en 72, l'Afrique en 72, vous n'imaginez pas le niveau de... il n'y avait rien en termes d'infrastructure. Il n'y avait rien en 71, quand moi je passe mon BPC ici au lycée Jos. Bon, j'en ai pas goudronné, hein. Vous savez, oui, la poste centrale, là, vers l'hôtel Sawa, c'était pas goudronné. La permanence du parti, là-bas, c'était pas goudronné. Il y avait que la grande avenue qui allait à l'ancien aéroport qui était goudronné. Donc, en 72, il n'y avait rien. En Afrique, c'est pas seulement ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, à la fin de la Coupe des Nations de Khartoum, on demande quel pays va prendre. Et bien, évidemment, il fallait qu'un pays lève le doigt. Il y a des infrastructures, oui. Et puis, il fallait avoir une certaine technicité, une certaine expérience que beaucoup de pays n'avaient pas à l'époque. Expérience en termes d'organisation de ce genre de manifestation. Voilà. Donc, le Cameroun venait de tenir 8 années auparavant, c'est-à-dire en 1964, la Coupe des Tropiques. D'accord. La Coupe des Tropiques, c'était une coupe qu'avait organisé le CAM. La première édition, c'était en 62 à Bangui. La deuxième édition, c'était en 1964 au Cameroun. Et ça avait été vraiment un galop d'essai pour le Cameroun. Oui, et là c'était tout, c'était pas seulement le football, c'était tout, l'athlétisme, le judo, tout ça. Donc, à Khartoum, on commence à dire à la délégation camerounaise, oui, mais vous avez là fait la Coupe des Tropiques, vous ne pensez pas que... Et puis voilà comment la délégation camerounaise dit, bon, ok, nous... Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on prend la 8e coupe. Bon. Mais il n'avait pas été mandaté pour cela. Donc il lève le doigt quand on prend la 8e coupe. Et quand il rentre, évidemment, le président il se fâche en leur disant, mais je vous envoie accompagner l'équipe et vous partez. Vous allez compétir dans une autre catégorie. Vous partez lever le doigt. Il va y aller lever le doigt là-bas. Bon, donc il les vire d'abord. Il les vire, et puis, bon, quand il revient... Il le vire du ministère. Oui, les gars. Oui, monsieur Moudoua, et puis monsieur Solo Achidor. Bon, il ne pouvait pas virer monsieur Somba qui était à la FECA Foot. La FECA Foot, dépendant de la CAF. Absolument. Mais c'est donc la position dépendait de sa signature Fitudor. Vous avez été libéré. Pourquoi? Parce que le stade de l'hippodrome venait d'être détruit, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi. Même s'il était encore là, bon... c'est assez juste. Le stade l'hippodrome, c'était quoi? C'était des tribunes en dalle là qui ne faisaient pas 300 places. Et en face, il y avait des tribunes en planche. Okay. C'est tout ce qu'on avait en 104 ou en 112, on avait quoi? Mais ça venait d'être détruit. Et il nous restait seulement le stade militaire à Yaoundé. Il y avait le stade d'Aqua, vous imaginez c'était quoi? Donc le président Idjo se retrouve dans la situation où il faut des stades. On n'en a pas.
Bon, les hôtels, on pouvait encore bricoler, il n'y en avait pas. Mais le Cameroun n'a-t-il pas, je veux dire, le président Idjo n'a-t-il pas songé à renoncer? Oui, mais j'en viens. D'accord. Ça a été toute une histoire. Donc, on est donc en février 2070 et c'était tous les 2 ans. Il fallait en 2 ans trouver les sous, construire le stade. Donc, février-mars, donc on arrive déjà en 71. Les mêmes histoires que dernièrement recommencent. On va retirer la coupe au Cameroun. On va retirer. Oui. Ah, ok. Un peu comme 2019. Exact. Un véritable parallèle. Ça, c'est. Faute d'infrastructure, vous n'aurez pas la compétition. C'était la même chose. C'était la même chose. Moi, quand j'écoutais ça, j'ai rigolé. Moi, un enfant de la GS Sport. Moi, j'ai dit, ah, mais voilà ce que j'avais vécu. La même chose. Et la CAF qui venait, à l'époque, ça devait être Tessema, qui était président de la CAF, un Éthiopien, là, je crois. Il venait, il disait, bon, mais vous, on va vous retirer ça, machin. Le un peu comme ce que Ahmad nous faisait. Exactement. Une pression. Exactement. C'était la même. Je vous dis, mon père était à la GS Sport, donc je suivais tout ça. Quand il rentrait à la maison, il causait. Moi, j'étais. On entendait. C'est quoi son état d'esprit? Frustré, tendu? Non, le Cameroun voulait faire ça, mais il n'y avait pas les sous. Ah, d'accord. Il n'y avait pas les sous. Donc, le président, pour son prestige, c'était un défi. Oui, oui, c'était un défi. Parce qu'en plus, les jeunes Africains commençaient à écrire que le Cameroun ne va pas être à la hauteur, tout ça. Et même, il y avait Henri Bandelo qui animait une émission là, Dominique. À l'époque, il était journaliste. S'en allait. C'était une émission un peu. Vous savez, c'était le parti unique. Hein. Il n'y avait pas de journaux, c'était vraiment la terreur. Hein. Mais cette émission était un peu critique. Alors, elle commençait aussi à taquiner le pouvoir en disant que oui, mais la 8e coupe, là, elle aura lieu, elle n'aura pas lieu. Donc, l'atmosphère. Henri Bandelo, journaliste devenu plus tard ministre de l'Information et de la Culture. C'était un grand journaliste. C'était quelqu'un qui écrivait bien et il avait une très belle voix. D'accord. Et voilà comment le président Idjo, où trouver l'argent. Il s'adresse un peu à l'ambassadeur de France. Ah, dégage, pas question. L'ambassadeur de France lui dit, vous savez, le fonds d'aide et de coopération, c'est pour construire les routes, des hôpitaux, pour le développement du Cameroun. Le sport développe quoi? Le président dit, pas question. La Banque africaine de Mao, non, ça c'est pas. Ah, il n'a pas d'argent. Et le temps presse. Donc, je vais rapidement. Le président Idjo a dû prendre l'argent du cacao. La caisse de stabilisation, c'est le cacao qui a conçu ces 2 stades. Le stade de Yaoundé et celui d'ici, de Bepanda. Et les stades ont commencé. Je vais vraiment rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses que je pourrais vous raconter. Et nous nous retrouvons donc. Les stades ont commencé au mois de juillet. Juillet 71. Oui. Et la compétition était en janvier, en janvier, oui, 72. Mais c'était 24 heures sur 24 de travail. Mon Dieu. Et c'est qu'il y a une chose que vous devez savoir. Vous voyez le stade d'Infandena. Oui. Dans les plans initiaux, la tribune présidentielle devait être en face de là où elle est maintenant. OK. Mais, compte tenu des délais, elle ne pouvait plus être là parce que le ciment n'allait pas sécher. En temps. Oui. On l'a envoyé là où elle se trouve maintenant. Parce que le sol était favorable. Il y a une roche en bas. Ah, donc la tribune présidentielle ne repose pas sur les gradins en bas, mais sur la roche. Okay. C'était la seule prouesse technique qu'il fallait réaliser. Mais la contrepartie est que le soleil est face à la tribune. Absolument. Donc on est obligé de commencer les marches vers les 16 heures. Absolument. Alors que dans le plan initial, on pouvait commencer les marches à 13 heures, le soleil étant dans le dos. Dans le dos, oui. Et le stade de Bepanda, c'était le terrain marécageux. C'était pas simple, hein. C'était vraiment une bataille. On travaillait jour et nuit, mais la CAF faisait les pressions. Oui, les mêmes ont recommencé. Oui, les Algériens ont commencé à dire, oui, ben, nous on peut prendre ça. Comment ça s'est passé là? Oui. Algérie, Maroc. Les mêmes. Je sais plus si je crois que l'Éthiopie aussi devait nous titiller. Bon, l'Égypte était un peu... Parce que comme c'était là-bas la CAF, l'Égypte était... Mais je crois que c'était le Maroc, l'Algérie, comme ils faisaient là. Oui. Et puis, je vais vraiment rapidement, il y a tellement de choses à dire. Alors, nous avions nos grands joueurs. On comptait sur Tokoto, Jean-Pierre. Ah ouais. Nous comptions sur Léayoum. C'était notre comment on appelle, notre étau. OK. Oui, on avait un autre là qui était arrivé. Charles. Léayoum, Charles. Voilà. Il y avait un autre qui est arrivé avec on l'appelle Yebga. Okay. Yebga, il jouait dans un championnat là-bas en France. Yebga Joseph. Voilà les gens sur qui nous comptions. Mbappé Lepele venait de déposer les godasses. OK. On l'a pas rappelé, on lui a pas fait une mila. Non.
Non, Mbappé venait de déposer. Il y avait plein qui venaient, qui avaient déjà... Donc, les gens arrivent. Il y avait seulement 8 équipes. Hein. Il y avait nous, le Togo, le Togo, le Kenya, le Mali, la Guinée, les 2 Congos. Il manque un, je ne sais plus qui. Un T8. D'accord. Et nous venions de battre le Congo, d'humilier le Congo-Brazzaville à 8 buts à 1. Avant la compétition? Oui, un match qui s'était produit, je crois, peut-être 3 ou 6 mois avant. Bon, le Congo-Brazzaville, c'était... Maintenant, bon, mais les autres avaient aussi des très bons joueurs. Oui, bon, il y avait Domingo, c'est-à-dire Salif Keita, qui était dans l'équipe. Voilà, c'est le Mali. J'ai pas cité le Mali, voilà. Donc, il y avait le Mali. Donc, Domingo était là, on le craignait. Hein. Salif Keita, il chauffait en France. Domingo, il y avait Domingo, il y avait les Fantamadi Keita, tous ces les petits Sori Camara en Guinée. Il y avait vraiment des noms qui nous faisaient peur ici. Mais on était sûr de gagner. On avait le capitaine était Mvé Emmanuel. Ah oui. Oui, et puis l'entraîneur était un Allemand, Peter Schnittger, un type aux cheveux blancs comme ça. Donc bref, je me rappelle lors de l'ouverture, la cérémonie, il y avait eu, c'était en même temps, on avait inauguré le stade quelques jours auparavant. Il y avait eu ce qu'on appelait à l'époque les mouvements d'ensemble. Donc moi, je faisais partie des mouvements d'ensemble, c'est-à-dire on lève les mains, on tourne. C'était vraiment beau, les chorégraphies à la chinoise, à la soviétique. On a fait ça, et puis ce jour-là, je me rappelle... On va peut-être rentrer dans la compétition, prendre le deuxième reportage, et on vient pour le cœur de l'événement. J'ai du passeport biométrique au Cameroun. La coupure du ruban, quant à elle, marque l'ouverture officielle du Centre national de production des passeports. Le précieux sésame, spécialement produit ce jour en 20 minutes, est remis aux représentants du chef de l'État, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Nous avons l'insigne honneur de vous remettre votre passeport ordinaire biométrique qui a été établi dans moins de combien de temps? Moi, en 20 minutes, ça veut dire nous sommes venus de là de 48 heures. Et ça, c'est une initiative. Bâtiment moderne construit sur une superficie de près de 4000 m², dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, le Centre national de production des passeports biométriques, mis en service depuis le 1er juillet 2021, a, à date du 25 août 2021, enregistré environ 35 000 demandes de rendez-vous en ligne et près de 1000 personnes sont enrôlées chaque jour par le système au Cameroun et dans les missions diplomatiques du pays. INCM Augentique a eu 9 mois pour implémenter le projet sur l'ensemble du territoire national. Nous avançons avec la construction de 2 centres supplémentaires d'enrôlement, celui à Douala et Garoua. Nous sommes confiants que ces travaux vont être terminés d'ici fin novembre 2021. Par ailleurs, nous sommes en train de terminer ces jours-ci la rénovation des centres d'immigration dans cette région pour permettre aux citoyens ainsi qu'aux policiers d'effectuer l'enrôlement dans des meilleures conditions. Depuis l'opérationnalisation du nouveau système, la production des passeports se fait en 48 heures à compter de la date de rendez-vous et les usagers sont appelés par téléphone pour récupérer leur précieux sésame. Ce passeport biométrique est l'un des plus sécurisés au monde, rassure de son côté le délégué général à la Sûreté nationale. Dans l'ancien système, on parlait d'un passeport express. C'était une invention des arnaqueurs et des apacheurs de toutes sortes. On commence maintenant à entendre et suivre une autre expression, enrôlement d'urgence. Il n'en est absolument rien. Aidez-nous à vous aider dans la stricte et absolue légalité. Ce système innovant offre d'importantes garanties en matière de sécurisation de la nationalité camerounaise, renchérit le représentant du chef de l'État. Les prochaines étapes de la stratégie arrêtée en la matière par le chef de l'État porteront notamment sur la numérisation des actes d'état civil, l'établissement des titres de séjour biométriques au profit des étrangers
et l'accélération du processus de délivrance des cartes nationales d'identité. Au-delà de ceci, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui porte la voix du chef de l'État, instruit. Il est par conséquent indispensable que les autres composantes du cahier des charges assignées au consortium INCM Authentic soient finalisées avec la même célérité. Je pense notamment à la construction et à l'équipement des centres d'enrôlement dans les chefs-lieux de région, à la mise en réseau des équipements d'enrôlement à travers le territoire national, ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Je recommande par conséquent aux maîtres d'ouvrage du projet et à toutes les parties prenantes de veiller au strict respect du chronogramme qui a été établi et de s'assurer de l'achèvement à bonne date des travaux restants. Rappelons que 30 millions d'euros ont été mobilisés pour ce projet. 8e Cannes 1972, on refait la compétition avec l'invité de ce dimanche. Il est écrivain. Eno MSC nous fait l'honneur d'être dans ce studio. Alors, après ces prémices... Oui. Bon, bref, la compétition est là. Nous sommes dans la compétition, voilà. La compétition est là. Quel jour? Bon, en janvier, disons janvier. Je ne veux pas vous renvoyer à vos 18 ans. Donc, mais il y avait tellement de Blancs qui sont venus à Yaoundé. Moi, j'étais à Yaoundé. Voilà, non, je ne sais pas. Mais avec leurs grands appareils photo, on les rencontrait partout. Ouais, et puis Yaoundé était petit. Hein. Absolument. Oui, donc on voyait les Blancs partout. Les Blancs, les chaînes de télévision. Il n'y a pas de télévision au Cameroun. Avec de grands appareils, bref, plein de Blancs. Et les hôtels étaient pris. Les Maliens habitaient l'hôtel impérial, là, après la voirie municipale à Yaoundé. Les Aérois étaient à l'hôtel Casino, qui était en face de là où il y a la boulangerie, là, l'ancienne Sassement Balmayo, etc., etc. Bon, et on a créé tout un stade à Nkondongo pour que les Maliens s'entraînent. C'est ce qui est devenu le stade malien. C'est comme ça que le stade malien est né. Bref, donc la compétition commence. On a gagné, je crois, sans problème. Maintenant, il fallait aller à demi-finale. Et il y a des rumeurs selon lesquelles on aurait triché. On voulait pendant le tirage, semble-t-il, on nous avait mis avec le Mali. Mais on créait Domingo. On créait Salif Keita. Parce qu'il chauffait là-bas en France. Hein. Donc, il paraîtrait que le gars aurait dit Congo. Vous voyez? Donc, voilà comment on se retrouve. On envoie dans le Mali à Douala. Nous, on reste à Yaoundé avec le Congo. Sur des... Absolument. Un peu comme 6 mois plus tôt. Le jour du match, j'étais là au stade. Moi, j'étais là. J'étais au virage, là, la pancarte, qu'on appelle ça, l'écran, le tableau. Le tableau était là, comme ça. Bon, on commence le match, on est confiant. Puis, subitement, un lâche-bula entre. Et tout le monde... Non, mais on s'est mis, c'est pas possible, ça. C'était même vers la fin de la première mi-temps. Un lâche-tir, là. Bon, ça entre. Oh là là. On va à mi-temps. Silence total dans le stade. Dieu. Bon, on se dit que... Bon, oui, avec l'équipe qu'on a, certainement. Puis les Tokoto, tout ça. Mais pendant la première mi-temps, Léa, ça n'a pas marché avec Léa. On comptait sur Léa. Mais il avait de bonnes performances quand même avant les autres matchs. Ah non, mais Léa... Mais il y avait nous, on avait Léa, les Ivoiriens avaient beaucoup. D'accord. Oui, mais attention, Léa... Mais, non, mais je veux dire, dans la compétition... les matchs d'avant, oui. D'accord. Mais ce match-là, on n'a rien compris. Je ne vais pas le blesser, je sais qu'il vit encore, mais il avait mouillé. Bon, ce sont des souvenirs, peut-être. Bon, premier mi-temps, Léa, on ne comprend pas où les jambes sont lourdes ou quoi. Mais Tokoto brillait de 1000 feux. Il était devant, derrière, tout ça. Donc, on est là. Vraiment, la tension commence à monter. 15 minutes, on arrive à égaliser. 20 minutes. Pas de but. Mon Dieu. Mais
ça commençait à chauffer en Fandena. Bon, je veux dire que j'espère que l'histoire ne se refera pas. Si la polémique autour de la construction des stades a eu lieu jusqu'à présent, j'espère que ce volet compétition n'aura pas la même, du moins. Non, je vous dis, quand on est arrivé dans les 35 minutes, nous tous étions debout, quoi. À un moment donné, je dis, on commençait déjà. Et puis moi-même, je crois que je l'avais vu. Ah ouais. Je crois que j'avais vu Mbappé en train de s'échauffer, de dire que donnez-moi le maillot, Mbappé l'épée. Ouais. Alors qu'il avait pris. Il n'était même pas sur la liste des joueurs. Ouais. Il n'était pas sur la liste des joueurs. Parce que je crois que. Donnez-moi le maillot. Il voulait le maillot. Vous l'avez marqué. Dommage. Toko, tu étais partout, devant, derrière, au milieu, coup franc, Toko, tout. Mais à la limite, c'est Toko qui a joué. Les autres, là, ça ne donnait pas. Peut-être à moins 5 minutes, Yebga, Maya, on lui donne une balle. Coup de tête. La balle est sur le poteau. Ça sort. C'était l'arrêt cardiaque, quoi. Absolument. Les gars commençaient à dire, éteins la lumière. Ah oui, parce qu'on jouait en nocturne. Éteignez la lumière. Moi-même, je l'ai fait. Vous vouliez rentrer avec le tableau de marque. Comme si c'est le tableau qui en était responsable. Et ça tournait la croque. Ouais, c'est pas possible ce tableau. Éteignez. Subitement, l'habité siffle la fin. Oh, silence de mort. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, hein? C'est-à-dire que les gens s'évanouissaient. Ah, ça? Oui. Stade plein. Hey, les gens, même les joueurs même. Ah ouais. Waouh, on est battu. Y a-t-il eu envahissement du terrain ou alors chacun restait silencieux? Mais on était groggy, mais moi, on ne peut même pas décrire ce qu'on... Mais comment? Je vais vous raconter une histoire terrible. C'est-à-dire que moi, mon père était très sévère. D'accord. Et comme il était un des patrons de la jeunesse sport, il garait derrière la présidence de la tribune présidentielle. Ouais. Alors je me dis, non, il faut que j'aille vite monter dans la voiture parce que s'il me cherche 2 fois, il va me gifler. Ouais. Lui, sa gifle était terrible. Donc, bon, on est battu, quoi. On est battu. Je vous dis, mais les gens sont en pleurs, femmes comme hommes, hein. Ouais. Oh, oui. Donc, je sors, j'ai dit, bon, il faut que j'aille prendre la voiture, attendre papa à la voiture. Pendant que je longe la tribune présidentielle, nez à nez avec Ahidjo. Ah ouais? Le président Ahidjo. Ouais. Il sort avec sa gandoura. Bon, je ralentis. Ouais. Je ne sais pas quel journaliste vient lui dire, Excellence, monsieur, quelles sont vos impressions? Ahidjo là a envoyé la gifle. Waouh! Oh là là! À ce point-là. Le journaliste s'est baissé. Le micro est tombé. C'était un coup manqué. Mais je me rappelle même le parfum d'Ahidjo était passé dans mes... Ça. Oui! Ahidjo a lancé la gifle. Et j'ai parti monter la voiture. Même les gardes-corps, les motards, tout le monde était paralysé. Ahidjo est resté dans la voiture peut-être 5 minutes avant que les gens se rendent compte que le président est dans la voiture. Bon, donc, on rentre, mon père arrive, il démarre, il ne dit rien. Bon, moi, le fiston, je suis là. Et rien à dire non plus. Qui pouvait parler. Mais on a mangé à la maison sans parler. D'accord. C'était le deuil national. D'accord. Petite pause et on revient à la suite alors pour l'après-match. Reportage. Avec l'avènement du budget programme et depuis le 31 mai 2019, avec le décret du président de la République qui fixe le calendrier de préparation budgétaire, un calendrier qui organise les conférences élargies de programmation budgétaire et des performances associées, il faut dire que cet environnement a connu des évolutions importantes au plan de vue normes dans la préparation du budget de l'État. Il est donc question autour des administrations concernées, autour des organes constitutionnels impliqués, de préparer les documents qui retracent d'abord les performances des 3 dernières années et essaient de projeter les performances pour les 3 années suivantes, tout en déterminant, bien entendu, les enveloppes budgétaires nécessaires pour réaliser ces différentes activités. Dans ce sens, je voudrais dire que le Cameroun a fait une évolution majeure, a connu une évolution majeure dans la mise en œuvre des différentes mesures pour améliorer sa programmation et surtout faire en sorte que l'investissement public puisse
puisse correspondre aux objectifs de stratégie nationale et au plan opérationnel satisfaire les besoins des populations. À l'occasion de ces conférences, 3 notions ont été rappelées: la fiabilité, la pertinence et la crédibilité. Tout ceci va nous aider à avoir des documents cadres de programmation qui correspondent aux attentes des populations, qui sont en droite ligne avec la stratégie nationale de développement SND30 et qui, en matière donc de crédibilité, rassurent et créent la confiance nécessaire à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons tiré les leçons du passé et pour le futur, nous voulons d'abord mettre l'accent sur l'achèvement des projets qui ont été engagés. C'est la priorité des priorités pour que ces projets qui ont été engagés puissent avoir un effet d'entraînement sur les économies. Deuxièmement, il s'agit d'inscrire dans le cadre donc des nouveaux projets seuls ceux-là qui ont atteint un niveau de maturité tel qu'exige le décret du Premier ministre de 2018 régissant le processus et les règles de maturation des projets d'investissement public. Comme pour dire que l'État voudrait porter progressivement le budget d'investissement public à 40% de dotation générale dans le but d'allouer plus de ressources aux investissements, plus d'accompagnement des politiques publiques de développement et manager davantage les partenaires techniques et financiers au développement afin d'assister le Cameroun. Pour cela, il faut insister sur la qualité du suivi et l'exigence de discipline dans la mise en œuvre des projets. Score étriqué certes, défaite certaine, émotions vives. Que se passe-t-il après ce match? Après ce match, donc, il y avait donc le match... Cameroun-Mali, demi-finale, Cannes, 8e CAM 1978. Oui, non, donc, 72, pardon. Donc, il y avait le match de classement. Oui. Le match de classement, parce que le Mali a arrosé l'autre Congo. Oui, le Zaïre. Le Zaïre. Là-bas, à Douala. Donc, match de classement maintenant, c'était, je crois, samedi, hein, quelque chose comme ça, ou vendredi, je ne sais plus. Bon, qui allait venir au stade. Donc, on a envoyé la gendarmerie, la police, on commençait à rafler les gens. Dans les rues de Yaoundé. Tous les badauds là, stade Infandena. On est parti vider l'internat de Vogt, okay. Au stade. Internat du lycée Leclerc, au stade. Internat des filles, là, les lycées techniques des filles, au stade. Tous les gars qui traînaient là en Vogada, au stade, pour remplir le stade, qui voulaient encore partir. Bon, il fallait faire visage de fair play. Mais est-ce qu'on voulait encore cette histoire-là? On a joué le match. On a joué, on a battu le Congo, le Zaïre. L'autre consolation. Oui, bon, mais... Ça n'intéressait plus personne. Et dimanche, le Congo a gagné. 20 dans les différents scandales. Non, avant les scandales, oui, je voulais d'abord qu'on reste dans les joueurs. D'accord. Donc, en 1980, je crois, j'étais 4, j'étais en France, j'avais déjà fini mes études, je travaillais en France, j'habitais là-bas en Lyon Nord. Donc, je prenais souvent le train vers le dernier train. Je suis assis, je vois un Africain qui vient avec une canne en train de boiter. Je me pousse pour qu'il s'assoie. Il me dit bonsoir, mon frère, il dit bonsoir. Il me dit, vous êtes de quel pays? Il dit le Cameroun. Il dit, hein? Je dis, oui, et vous? Il me dit, je suis de Guinée. Je dis, bon, enchanté. Il me dit, j'étais à la 8e coupe. Il dit, ah bon, vous étiez à la coupe? Dans l'équipe de Guinée. Ah, vous, c'est qui? Il me dit, c'est moi, Petit Sori Camara. Ah! C'est un joueur. Ancien joueur. Petit Sori Camara, c'est toi? Il me dit, on s'est embrassé. J'ai dit, mais ton nom est resté au Cameroun? Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui. Plein de gens ont pris ton nom, Petit Sori Camara. Il était ému aux larmes. Absolument. Oui. Et j'ai dit, bon, il y avait lui, il y avait Fantamadi Keita. Ah ouais. Voilà les noms que tous les Camerounais ont adopté. Oui. En souvenir de ça. Maintenant, en 2010 ou 10, je vais à Bamako, au Mali, je sors de l'aéroport, de l'avion, je vois Salif Keita. Ah. Oui, à Bamako, à l'aéroport de Bamako. Okay. Alors j'ai dit, Domingo, il se retourne, il me regarde, il se met à sourire. Je m'en vais, j'ai dit, il vient du Cameroun. Il me dit, à la 8e coupe. Oh, ça, vous ne vous connaissiez pas avant? Non, on ne se connaît pas. Dès que j'ai dit Domingo, il s'est reconnu. Oui, oui. Absolument. Il m'a invité chez lui, tout ça. Bon. Donc, ça, c'est le côté fun. Mais après, la 8e coupe, il y a eu tous ces scandales, il y a eu les histoires de double billetterie, on a arrêté les gens. On en parle, on a le temps. Oui, on a... C'est quoi le contexte, quoi l'atmosphère, ça se passe comment? Bon. Qu'est-ce qui est déclencheur du scandale? C'est la défaite? Non, c'était
Là, je veux dire des choses que les gens ne savent pas. Donc, l'ambassadeur de France, parce que je crois que c'est peu de temps après qu'on a instauré le visa, ouais. Je crois. Bon, pour la France. Oui, le visa entre la France et nous. Parce qu'on n'avait pas de visa. Nous, on avait le visa de sortie, mais le visa d'entrée, enfin, n'existait pas. Bon, peu importe, l'imprimeur, c'est l'imprimeur des billets qui déclenche le procès. Il arrive à Yaoundé, il va voir l'ambassadeur de France qu'on n'a pas payé ma facture, on n'a pas réglé ma facture. L'ambassadeur de France et lui vont voir le président Ahidjo. Le président Ahidjo dit que, ah bon, donnez-moi la facture. Il donne la facture, il lui dit au revoir, qu'on va régler ça. Le président Ahidjo appelle le ministre Toyenbok. Le ministre Toyenbok venait d'être ministre de la Jeunesse et Sport. Et le ministre Toyenbok, il lui dit paye. Et allait faire un mandat. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait un mandat télégraphique. D'accord. Oui. Et je vous dis ça parce que mon père était conseiller technique pour se créer. Okay. C'était le premier conseiller technique du ministère de la Jeunesse et Sport. Maintenant, il y en a peut-être 6 ou 10. Okay. Mais c'était pour se créer. Donc, c'était vraiment le collaborateur numéro 1 de Toyenbok. Et Toyenbok lui dit, monsieur, ça allait payer. Donc, il a fait le mandat télégraphique au nom de l'imprimeur en France. Mais ce n'est pas tout. Le président Ahidjo confie donc l'enquête à la PJ. Mais comment? Avec tout l'argent qui est sorti, il y a encore des factures impayées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Et voilà donc comment l'affaire... Le scandale commence. Le scandale commence. On prend tout le monde. Ça prend tout le monde. Mais ça a pris un monde fou. C'était terrible. On a commencé à arrêter les gens. Et les arrestations ont commencé, je m'en souviens bien. Il y avait les Jeux de Lagos en 1973. Okay. Oui, donc la délégation de sportifs de la jeunesse et sport qui était partie à Lagos, on les accueillit ici à l'aéroport de Douala quand ils rentraient. Ils revenaient des Jeux de Lagos. Les princes ont été arrêtés. Il y avait les gens au ministère des Finances. Vraiment, ça a été... Plein de gens ont été en prison. Je préfère pas prononcer les noms, c'est pas poli. Ça a été vraiment quelque chose de... Vous voyez, le président il était choqué comment il s'est donné tant de peine pour trouver de l'argent. Et puis ça a disparu dans les poches des gens. C'était inacceptable. Plein de gens ont été arrêtés. Bon, ils ont été en prison, mais on les a tous relâchés par la suite. Oui, pratiquement tous. Ça se met pas combien de temps? Il y en a qui ont mis 2 ans. Bon, quand je parle beaucoup plus de ceux-là, les collègues de mon père que je connais, les 2 ans, 3 ans. Hein. Alors, pour finir ce volet, on va essayer de faire un parallèle avec ce qui arrive. Oui. Êtes-vous sceptique, confiant? Non. Moi, je raisonne autrement. Moi, je dis, en 1972, il n'y a pas d'argent. Le budget de Cameroun était quoi? C'était un budget ridicule. Le président Ahidjo a pris l'argent du cacao pour construire les stades et tout. On a crié, oui, c'est pas rentable économiquement, tout ça. Oui, mais quand le Louis XIV construisait le château de Versailles, c'était pas rentable économiquement, les gens criaient, les gens tous comptaient. Aujourd'hui, le château de Versailles, c'est un des lieux touristiques du monde. Absolument. Quand on construisait la Tour Eiffel à Paris, c'est la même chose. Ouais, ce machin métallique, d'abord, c'est pas beau, vous voyez. Donc, ok, moi je dis, à la limite, moi j'ai envie de vous dire qu'ils aillent même avec leur canne. Nous avons gagné les stades. Absolument. Oui. Donc la 8e coupe, déjà, revenons à la 8e coupe. Nous avons perdu la canne, n'est-ce pas? Mais nous avons gagné les stades. Nous avons gagné en autorité. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de blancs qui est venu au Cameroun, à Yaoundé, mais il y avait des blancs partout. Donc, peut-être qu'on n'a pas gagné le trophée. Sur le plan sportif? Oui, mais ça a permis le développement. On a gagné 2 stades, on n'avait rien avant. Vous disiez qu'il n'y avait pas de route à Jos. Après 112, il y en a eu? Bon, de route goudronnée? Par exemple, en 112, c'est à partir de 112 que le quartier de l'Ormisfor est né. D'accord. Vous voyez? Absolument. Oui, la ville s'est étirée de ce côté-là. Parce que la ville finissait à la gare de Yaoundé, la gare voyageur, des trains. C'était là-bas, c'est le village. D'abord, quand Fouda André a dit qu'il amène le stade là-bas, on a commencé à l'insulter, qu'il nous amène le stade en brousse. En 112, la ville s'arrêtait en Bombi. La ville s'arrêtait au dispensaire d'un Bogada. Ouais, donc ça, c'est 112. Et n'oubliez pas l'autre aspect. C'est 72 qui révèle Manu Dibango. Absolument. Oui. Avant ça, Manu Dibango le connaissait, il sortait du Congo, tout ça. Il avait fait des lignes de chansons de la Cannes. Non, avant même de la Coupe des Tropiques. Oui. Coupe des Tropiques. Vous voyez, flotter gréement sur Yaoundé pour la Coupe des Tropiques. Ah,
À Yaoundé, le sport est roi, vive la coupe de... Bon, ok. Bon, on le connaissait comme ça. Pour la 8e coupe, il a joué l'hymne. Il a composé l'hymne, ce qui était joli. Mais quand on a... Et puis, derrière l'hymne, il a mis un morceau comme ça qu'on n'écoutait pas. Bon, quand on a été éliminé, on ne voulait plus entendre parler ni de l'hymne, encore moins le morceau de derrière. Là, c'était un morceau bizarre, là. C'était pas à l'époque, nous on dansait pas selon les machins. Du Soul Makossa. Ouais, mais nous nous considérions ça comme vraiment un bouche-trou, quoi. C'est-à-dire que vraiment là, Manu, là, tu as des gamins, ça c'est pas un morceau, quoi. Et puis, on apprend que les cinglés américains aiment ça. Ah bon? C'est un morceau que nous on n'écoute même pas là. Non, c'est devenu un machin terrible aux États-Unis, on invite Manu. Et par effet de snobisme. Et puis, c'est là que nous, on commence à écouter. On dansait pas ce marché. Il était moche. Il était moche. On dansait pas ça. D'accord. Nous, on dansait les Cambi bruyants. C'était l'époque de Idiba, de Francis Bébé. Okay. Vous savez que Francis Bébé émerge au mois de juillet 71, qui vient avec Idiba. Donc, vous voyez, Idiba, et écoutez, Mamako. Oh non! Idiba était beau. Kinshasa, c'était beau. Ouais, mais Mamako, ça. Donc maintenant, on a pris pour son compte. Jusqu'à ce que les Américains vous fassent découvrir qu'en réalité, c'est... Ouais, nous disons, Manu, ton morceau là même. D'abord, ça nous a même porté malheur. Bon, bref, donc, c'est la 8e coupe qui fait exploser Manu. D'accord. Oui, et Manu est devenu une star mondiale et le Cameroun en a profité. Donc, maintenant, revenons à aujourd'hui. Bon, qu'on nous retire l'organisation de la coupe, à la ligne, moi je leur dis rien à cirer, mais nous avons de merveilleux stars maintenant. Absolument. Nous allons être le seul pays, le premier pays, pas le seul, le premier pays à organiser une coupe. On va à Garoua, on va à Limbe, c'est merveilleux. Moi, 24 équipes. Oui, moi j'ai survolé dernièrement, dimanche, le stade japonais. Même si les lumières étaient éteintes, moi j'étais impressionné, c'est beau. Absolument. Donc quelque part, on gagne. Oui, même si on est éliminé au premier tour, nous avons gagné. Ben, n'empêche que je veux dire qu'il y a beaucoup d'interrogations autour quand même de la gestion de ces fonds-là. On parle depuis de 2 comme toujours, bon, ça c'est la maladie. Donc il y a ce volet-là peut-être qu'il faudra aussi voir. Oui, bon. En espérant que ce ne sera pas après une défaite en demi-finale. Et une double billetterie. Et une double billetterie, voilà. On va peut-être reprendre le dernier stop. Oui. Et puis finir quand même parlant de l'écrivain. Je veux dire qu'on ne peut pas... c'est beau de parler de football. Vous avez partagé votre vécu de l'histoire, mais ce serait également bien de dire un mot sur votre parcours d'écrivain, juste après le reportage. Operation Liberate the Pavement is hitting hard on vendors who sell at the roadside of the Chinese market as a demolition exercise has taken place yesterday to send them out and make way for those passing via the market. I was about serving a client with a bag of shoes I just bought, but they came and carried it and went away. I pleaded with them that I invested my school fees in it, but they left. Market authorities are still in shock as they admit the demolition exercise has taken them unawares. On était très surpris de voir les agents de la communauté urbaine, la GMI, en train de bousculer. We were surprised to see the municipal police here yesterday pushing people away, which took us by surprise. That's why we came here to understand what happened, but we have been left hanging. Such acts should not seclude market authorities, but we were kept aside. Donc les dirigeants du marché, nous sommes quand même informés, dont la surprise était pour nous tous et pour tous les commerçants. This disgruntled businessman pleads on authorities to review their cause. Please, they should reconsider those who sell at the road, because a majority are those who have fled the crisis-hit Northwest and Southwest. They are trying to make ends meet ahead of the next academic year. Earlier on, it was an impossibility to drive or walk past this area without being swallowed in traffic. The exodus of school bag sellers on trucks to and fro Mashembopi to Douche has been a major hindrance to circulation. This move, however, comes in a time where Operation Liberate the Pavement is in active mode to be effected in crowded spots in the city. Prenons donc la dernière ligne droite de cette émission, évidemment avec l'invité de ce dimanche, qui, comme vous le savez, par ailleurs écrivain, et c'est par cet axe-là qu'on finit en environ 5 minutes. Alors, Enom Messier, je vais peut-être parcourir quelques-uns
de vos œuvres. Hein. À Tripoli, le soleil s'éteignit. Quelques-unes, parlant des œuvres, pardon. La mort de la maman du ministre, c'est un roman. Les 3 phases du maquis au Cameroun, de 56 à 65. Alors, vous dites que le maquis a connu 3 phases. Oui, oui. La première phase, donc, vous savez que le maquis démarre sur la contestation du scrutin du 23 décembre 56. C'est ça la raison du maquis. C'est pour ça. C'est-à-dire que l'UPC, qui n'a pas été autorisé à compétir, a donc prôné le boycott du maquis et puis du scrutin. Et c'est là, parce que la guerre se déclenche dans la nuit du 18 au 19 décembre 56, en contestation du scrutin du 23 décembre. Donc, la guerre, c'est pour dire 0 élection. Alors, cette phase se poursuit jusqu'au mois de l'Assemblée, la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a eu lieu sur le Cameroun, qui a eu lieu fin février et mars 1959, pour décider de la situation du Cameroun. Faut-il, oui ou non, reprendre les élections? D'accord. Oui. En conséquence, si l'Assemblée générale de l'ONU avait décidé que l'on reprenne le scrutin du 23 décembre 56, le maquis se sera arrêté. Vous voyez? Malheureusement, bon, non, il ne faut pas dire malheureusement, l'Assemblée générale a estimé que le scrutin était suffisamment représentatif, etc., l'a validé. Donc, la première phase du maquis, c'était pour dire, recommençons les élections. Vous voyez? Recommençons le scrutin, parce que l'UPC n'a pas participé, les forces progressistes nationalistes n'y ont pas participé. Donc, deuxième phase, de mars 59 au 31 décembre 1959, là, c'était la phase où, comme maintenant vous dites qu'on va aller aux élections à l'indépendance dans cette condition, nous disons pas de proclamation de l'indépendance tant que les forces nationalistes ne sont pas réhabilitées. Vous voyez? Donc, deuxième phase. Et c'est là que naît l'ALNK, l'Armée de libération nationale camerounaise. C'est là qu'elle naît. Donc, avec pour mot d'ordre que pas d'indépendance, pas de proclamation de l'indépendance sans la participation des forces nationalistes. Donc, et troisième phase, donc, le 1er janvier 1960, il y a élection, etc. Et c'est la troisième phase en disant, bon, puisqu'il est ainsi, au moins que l'on refasse des élections dans lesquelles l'UPC sera partie prenante. Par exemple, vous savez que Félix Moumié avait proposé que on arrête les attentats, qu'on stoppe les attentats, en échange que le gouvernement camerounais reporte les élections du 10 avril 1960, plutôt au mois de juillet. Oui, parce que les élections, le 21 février, c'était le référendum constitutionnel. Beaucoup des attentats, c'était dur ici à Douala. Hein. Oh là, j'étais à Douala, j'étais tout gosse. C'était d'une violence. Comme vous voyez au sud-ouest nord-ouest, là maintenant, c'était comme ça ici à Douala. C'était terrible à Douala. Donc, les élections sont fixées au 10 avril 1960. Félix Moumié, l'UPC disent, bon, nous observons une trêve. On vous propose que nous stoppons les attentats et on reporte les élections au mois de juillet 1960 et puis voilà, l'UPC y participe et puis la guerre s'arrête. Donc le gouvernement a refusé. Donc la guerre s'est poursuivie. Bon, c'est ce qui s'est passé après. Oui, Moumié a été tué, etc. D'accord, peut-être un mot sur vous avez parlé également de Oumyobé dans l'un de vos ouvrages, mais il y a certainement celui qui revient sur les 3 Sawa dans l'histoire, Paul Sopo Priso, Idi Bébé, Kouma Mbappé, comment nommer pour finir? Oui, mais vous savez, c'est quand même quelqu'un comme Sopo Priso. Les jeunes générations ne savent de lui que le milliardaire. D'accord. C'était un homme politique. Ah ouais, mais Sopo Priso, c'était quand même le premier Camerounais à être président de l'ATCAM, Assemblée territoriale du Cameroun. Et on va dire c'était le premier président du Cameroun, parce qu'être président de l'ATCAM à l'époque, comme nous n'avions pas d'exécutif, c'était un pouvoir consultatif, l'ATCAM ne faisait que voter le budget du territoire. Donc il était le premier président du Cameroun, franchement. En tout cas, il a été l'homme le plus puissant politiquement. À un moment donné. Oui, de Sopo Priso. Et il a beaucoup œuvré à ce que nous évoluions vers l'indépendance avec le minimum de violence. Donc, je vous rappelle rapidement, que quand on a interdit l'UPC, Sopo Priso a tout fait
pour réhabiliter l'UPC à travers ce qu'il a appelé le courant d'union nationale. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu dans l'histoire du Cameroun, dont j'ai écrit sur lui. Et puis il y avait Hili Bébé, qui a également joué un grand rôle au moment de l'indépendance. Évidemment, Kouma Mbappé, ça c'était à l'époque, moi je le considère comme le premier grand résistant allemand, puisque c'est à partir de son refus du traité de 1884 que Bonabéry a été bombardé au mois de décembre 1884. Je rappelle que c'est le père de l'autre, Kouma Ndombé. Oui, oui, oui. Et je dis que vous-même, vous êtes ancien membre de l'UNEC. Oui, oui, j'étais. L'Union nationale des étudiants du Cameroun, oui. Cameroun avec K. Oui, oui, du Cameroun avec K, oui, c'est vrai. Ben, je dis aussi que vous êtes une bibliothèque. On peut vous prendre comme ça toute une semaine à vous écouter, à vous suivre. Fatalement, nous sommes limités dans le temps. Plein de gens me disent ça. On espère bien vous avoir à nouveau. Vous parlez peut-être d'autres sujets. La Cannes, c'est pas moins intéressant, mais je veux dire qu'il y en a d'autres également qui peuvent évidemment intéresser nos multiples téléspectateurs. Ok. Ben, je vous remercie sincèrement. Merci. Bon séjour chez vous au Cameroun, chez nous aussi. Oui, oui, oui. Et bonne continuation. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. On était du moins avec, vous le savez, Eno Meyemese Dieudonné, qui est écrivain, notamment poète, romancier et essayiste, non moins homme politique. D'ailleurs, il a fait Institut d'études politiques. L'Institut d'études politiques de Strasbourg. Voilà. Merci, bon dimanche. Demain, c'est lundi. D'avance, bon début de semaine.